Pour me présenter, moi c'est Salim Kaupasi. Je suis actuellement le responsable e-commerce, de la verticale nationale e-commerce au Togo pour le compte de Gozem. Avant de faire ça, j'ai passé les 8 années qui ont précédé dans l'écosystème tech numérique, beaucoup plus en tant que fournisseur de services de prestations Internet aux entreprises. Et forcément, les 4 dernières années, j'ai été beaucoup plus présent en fait sur les startups. Après, j'ai décidé de faire une transition pour moi qui me semble important dans notre contexte. Je pense qu'on aura le temps d'en parler. Et c'est de cette transition-là que j'ai accepté effectivement la proposition de Gozem à les rejoindre. Et pour moi, c'était une continuité, qu'importe le changement de statut. Pour moi, c'était une occasion de faire à plus grande échelle ce que j'essayais de faire à petite échelle. Donc voilà un peu. Salim, actuellement e-commerce manager à Gozemo Togo. Tu as fait de la prestation de service. Dans ce qu'on entend, tu as fait la prestation de service. Tu avais une entreprise de prestation de service. Ensuite, tu as créé ta startup. Et maintenant, tu passes en entreprise chez quelqu'un d'autre. Si je vais rester dans le discours classique aujourd'hui, où on dit qu'on ne doit pas travailler pour quelqu'un, où tout le monde veut créer sa startup, où tout le monde veut créer sa propre entreprise. Dans ton discours, on entend que tu as créé ton entreprise, tu as quitté le modèle prestataire de services, tu es allé dans le modèle je crée de la valeur, je crée une startup, tu as fait création de startup, mais là, tu es encore en entreprise, tu as carrément quitté tout ça qu'on nous vend aujourd'hui comme le règle parce que, bon, il y a beaucoup de gens ici qui sont beaucoup plus jeunes que toi, tant en âge qu'en expérience, et même si plus vieux. La question ici, c'est, OK, avant de demander comment est-ce qu'on en vient là, c'est quelle formation on suit et comment est-ce qu'on devient responsable d'une entreprise IT. Le Salim qui a quitté le Nord, si je ne me trompe, comment est-ce qu'il devient fournisseur de services Internet? Quelle formation on suit? Comment est-ce on en arrive là? Oh, c'est une très grande question, hein, et on aurait pu en parler pendant des jours si tu veux. Mais alors moi personnellement, bon, c'est vrai que je viens du Nord. C'est beau pour le storytelling, mais honnêtement, je suis né à Cotonou, j'ai fait toute ma vie à Cotonou. Et OK. pourquoi j'en parle? Parce que j'ai eu la chance, moi, personnellement, d'utiliser l'ordinateur quand il fallait l'allumer encore avec une disquette. Et quand Alta Vista était le premier moteur de recherche devant Yahoo et Google en troisième position. Tout ça pour dire en fait que j'ai eu la chance vraiment d'être exposé très 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 tôt à Internet et aux ordinateurs. Et enfin, parce que j'ai eu l'occasion de fréquenter une bonne école en son temps. Et tout ça, en fait, a continué à nourrir, en fait, quelque part, en fait, en moi, l'envie, en fait, de faire des startups. Et pour l'histoire, en fait, la première startup que j'ai lancée, qui était Go Live, vraiment, c'était en 2013, Oasis Bénin. Bref, mais pour revenir, en fait, au concret, après le bac, j'étais très bête en physique-chimie. Et donc, j'ai pas pu faire, en fait, la formation en agronomie dont j'aurais. Et du coup, comme ça, je me retrouve en géographie, où je fais une licence parce qu'il fallait pas perdre l'année. C'était hors de question pour les parents. Et donc, j'ai fait une licence. Et après cette licence-là, j'ai toujours su fondamentalement, en fait, quelque part que je veux être entrepreneur, en fait. Et je pense, en fait, que j'ai toujours, en fait, cette envie d'être entrepreneur. Enfin, je pense que je le suis relativement. Donc, pour moi, c'était important de comprendre avant de lancer une entreprise. Pour moi, quand j'avais la licence, c'était de comprendre comment une entreprise fonctionne fondamentalement. Et donc, je décide de faire un stage dans une entreprise de la place. Et j'ai fait en fait un stage, donc j'ai une licence en géographie, je fais un stage de 6 mois à la comptabilité et aux ressources humaines. Avant, donc après ça, donc j'ai une proposition qui était un autre stage pré-embauche à l'administration des ventes de cette entreprise où j'ai fait aussi cette transition-là. Donc, ça m'a permis, en fait, alors, ça ne veut rien dire. Aujourd'hui, pour moi, c'était un peu peut-être de naïveté si je vais dire, en fait, que je comprends. Mais au bout de 9 mois, j'ai pu parcourir les ressources humaines, la comptabilité, les administrations des ventes en relation, partenaires, etc.
Et ça m'a donné en fait une sorte de overview, donc une sorte de tremplin qui me permettrait en fait de pouvoir en fait dire ok, je monte en fait une administration. Donc c'est comme ça, c'est parti. Et donc sur le côté, effectivement, quand je faisais ce stage-là, donc j'ai appris à coder. Donc ça, et quand j'ai appris à coder, j'ai commencé à faire deux ou trois petites choses. Et en travaillant, enfin, en gros, donc j'ai tissé du réseau qui m'a permis en fait de commencer à proposer mes premiers services. Et c'est après ça que je me suis rendu compte que je pouvais en faire une entreprise. Donc j'ai décidé de lancer une entreprise. Donc et dans la foulée, j'ai recruté des personnes et donc voilà. Donc c'est comme ça cette transition a été faite. Maintenant, donc je pense que c'est important d'en parler. Maintenant, après ça, Gozem, donc éventuellement prestations, etc. Donc, je rencontre plusieurs personnes, je lance deux ou trois petites autres startups en fait qui échouent rapidement, et je rencontre un associé, enfin ou celui qui allait être mon associé pour Quattro, avec qui en fait on partage une vision commune en fait et un produit commun qu'on allait mettre en place. Donc on décide de se mettre ensemble. Donc c'était vraiment en fait la première start-up en fait qui a fonctionné avec un co-founder voilà depuis la base et donc on décide de monter Quattro où je prends en fait la direction et éventuellement la partie product development et stratégie que je dirige pendant 20 mois. Donc après ça, je pense en fait qu'il y a eu des choses en fait que j'ai pu en fait qui est peut-être semblé en fait naturel pour d'autres en fait dans la gestion, mais je pense que c'est parce que je suis passé en fait par le stage, pour moi personnellement à mon niveau, que j'ai fait ce stage-là, que je pouvais comprendre en fait quand on me parlait d'impôts, quand on me parlait en fait de gestion des gens, donc de recrutement, de rédaction de fiches de poste, etc., d'intégration, d'onboarding, tout ce qui va avec, c'est parce que j'ai eu ce background-là. Donc après l'aventure Quattro, personnellement, moi, je voulais en fait déménager en fait pour la Côte d'Ivoire où j'allais en fait lancer une autre entreprise pour moi, c'était ça. Mais quand je reçois la proposition de Gozem, comme je l'ai dit en introduction, j'ai trouvé une occasion donc de continuer en fait dans mon objectif de carrière où fondamentalement pour moi, c'est d'abord en fait aller en fait au fond et comprendre en fait certains mécanismes en fait. Qu'est-ce qui fonctionne à grande échelle maintenant qu'on a essayé de faire des choses à petite échelle? Comment est-ce qu'on apprend fondamentalement? Et cette expérience d'entrepreneur, un peu de développeur et de product management, m'ont permis en fait d'avoir des aptitudes dont effectivement l'entreprise donc Gozem en fait a besoin éventuellement euh, en Afrique. Et ce qui est génial en fait, et c'est pour ça que j'ai accepté ce talk, on n'a pas en fait la pleine conscience d'à quel point c'est difficile d'avoir des talents. Et donc c'est comme ça que je rejoins Gozem. Et pour moi, Quattro, donc voilà, ça fait dans la livraison, en fait, à la demande. Gozem, c'est les services à la demande en tant que super app. La transition a été facile. Donc, voilà. Wow, j'ai pris beaucoup de notes et j'ai souvent pour coutume de résumer un peu ou de redire ce que mon interlocuteur dit pour m'assurer qu'on s'aligne et que toi comprends ce qui est dit. On part d'un Salim qui a eu la chance de toucher très tôt à l'ordinateur. Donc, on va sortir une leçon clé qui est avoir la chance d'être exposé à l'outil ou d'être exposé à un environnement stimulant. Donc, dans la capacité à croître ou à développer des compétences, faut le dire, faut quand même avoir un peu de chance pour être exposé à l'environnement ou à l'outil et quand même un environnement stimulant. Après un bac et une ambition de faire de l'agronomie, tu finis en licence en géographie. Donc, si on prend l'envie de faire l'agronomie, si on prend la licence en géographie et si on prend aujourd'hui ton rôle en tant que e-commerce manager à Gozem, Rien à voir. il ne semble rien y avoir en commun entre tout ça. Et du coup, s'il y a des gens ici qui peut-être se sentent perdus dans leur processus de carrière, parce que il y a la société qui nous fait croire qu'il faut une linéarité et une logique, on peut trouver ce qu'on appelle le fil rouge dans chaque expérience. Et ce fil rouge, dans toi, ton parcours, on le retrouve en fait sur ton stage en comptabilité où tu passes par la RH, par les ressources humaines et par plein de postes administratifs dans l'entreprise où tu fais un stage malgré que tu as une licence en géographie qui vont être des éléments capitaux, qui vont être des bases qui vont t'aider en fait dans cette aventure de créer une entreprise. Parce qu'on ne le dit pas,
beaucoup de gens souhaitent créer une entreprise, mais il y a un lourd côté administratif, il y a un lourd tribut administratif de gestion de ressources humaines, de gestion de paperasse et de gestion de plein de choses qu'on n'apprend certainement pas en licence en géographie et probablement pas en licence en design, peu importe l'école où on va. Donc, il y a un gros côté de la chose qui s'apprend soit en faisant un max d'erreurs, soit s'apprend en allant faire des stages qui n'ont rien à voir avec notre formation. Et il y a aussi quelque chose d'essentiel que tu as dit ici, c'est j'ai appris l'informatique sur le tas. C'est peut-être une phrase dans l'ensemble de tout ce que tu as dit, mais je pense que c'est important de le faire ressortir dans le sens où tu fais une licence en géographie, tu fais un stage en comptabilité RH administration, mais tu trouves le temps d'apprendre à tes heures perdues, guidé par la passion et l'envie d'entreprendre l'informatique. Et du coup, on peut conclure de façon générale que les expériences connaissent et un peu de passion t'ont permis d'avoir toute l'expérience qu'il faut pour aujourd'hui être là où tu es, mais aussi avoir pu diriger Quattro pendant 20 mois. Mais en fait, la question qui va suivre, c'est qu'est-ce qui donne la confiance en soi pour, en fait, se dire, OK, je vais créer une entreprise de prestation de services dans ce parcours-là. Qu'est-ce qui te donne l'audace ou, disons, l'autorisation, la permission de te dire, j'ai ma licence en géographie, j'ai fait un stage en compta et en RH, en administration. Là, maintenant, je crée une entreprise de prestation de services en informatique. Ouais, très belle question, très belle question. Alors, si tu veux, effectivement, j'apprends à coder sur le tas, ça c'est vrai. Mais ça, c'est parce que j'ai eu un gourmet professionnel, si tu vois ce que je veux dire. Donc, en gros, ce qui se passe, c'est que je m'étais mis en association. Alors, je disais précédemment en 2013, j'avais déjà en fait lancé ma première startup, right? En réalité, en 2013, je ne savais pas encore coder, donc je m'étais associé puisque, si tu veux, j'ai vraiment en fait eu euh, euh, vraiment des ambitions entrepreneuriales très tôt. Donc, je me suis associé avec quelqu'un qui savait le faire. Pour moi, en fait, c'était la vision. C'est en fait de savoir exactement ce que je voulais en fait comme produit. Donc, je suis associé avec quelqu'un avec qui je le fais. Donc, plus tard, en fait, avant que je ne commence mon stage, je m'associe à nouveau avec cette personne pour en fait lancer un autre produit. Et pendant ce temps, moi, je faisais mon stage. Et donc, fondamentalement, j'ai mis à disposition, parce que je tenais mordu que ça, ce que le truc se fasse, j'ai mis à disposition mon ordinateur. J'étais pas encore riche. Moi, je gagnais 30 000 francs pour mon stage. Hein, donc, attention. J'ai mis à disposition mon ordinateur personnel. Et dans les 30 000, en fait, je mettais sur le côté 20 000 francs par mois pour, en fait, Internet. Donc, c'était à ce point-là que c'était passionnant. Et donc, au bout de 9 mois de stage, enfin, au bout de 6 mois déjà, je me rends compte que rien n'est fait en dehors d'une landing page. Et donc, franchement, pour les ressources, en tout cas, à mon niveau que je mettais, c'était inexplicable. Donc, je me dis, OK, vas-y. Je vais essayer, en fait, de voir sur Internet comment ça se passe, ce truc-là. Et donc, voilà, je me rends compte. Donc, je commence avec le site d'Ivero dans le temps, Open Classrooms maintenant. Et donc, voilà, donc j'apprends dans le temps les teachers du let, Honoré ou à nous, etc. Donc, j'apprends rapidement. Je trouve ça fun, surtout, en fait, parce que pour moi, le plus important dans la pédagogie, c'est comment est-ce que, quelle est la première interaction qu'on a avec cette pédagogie. Donc, moi, je l'ai trouvé fun. Donc, c'est comme ça que j'apprends. Donc, pour revenir, en fait, fondamentalement, sur le truc, pour moi aussi, je pense, enfin, c'est important d'avoir une vision et d'avoir en fait des stratégies à long terme. Ce que je vais dire en fait, et pour vraiment en fait être modeste là-dessus, ça s'applique à moi, à mon niveau. Mais personnellement, je fais des plans sur chaque 5 ans. Donc, je me dis, OK, entre 20 à 25 ans, qu'est-ce que je veux faire? Entre 25 ans à 30 ans, qu'est-ce que je veux faire? Entre 30 à 35 ans, qu'est-ce que je veux faire? Pas qu'est-ce que je veux faire dans le sens de changement de carrière, non, c'est vraiment m'assurer que je suis sur une ligne directrice, en fait, donnée. Et donc, à un moment donné, je savais, en fait, que, OK, maintenant que j'ai eu, entre guillemets, ce gourmet professionnel là et que j'ai appris à coder, que je me rends compte que c'est à ma portée, je vais, en fait, me lancer là-dedans et aller
le plus loin possible, en tout cas, moi, à mon niveau. Et initialement, c'était pas, en fait, monter une entreprise tech, une entreprise de prestation. Moi, je voulais être le prochain du Québec, d'Afrique. On a regardé tous, en fait, le film The Social Network. Donc, en fait, tu as les étoiles plein les yeux, tu apprends à coder, tu te sens capable, en fait, d'être sec. Et donc, c'était ça, honnêtement. Pour moi, c'était l'esprit geek, ce genre de choses. Mais quand tu commences, en fait, quelqu'un te dit, mais toi, tu sais faire le site web, j'ai besoin que tu fasses ceci pour mon entreprise une fois, deux fois, trois fois. Et que, en fait, ça commence, en fait, à prendre le pas sur, en fait, l'envie d'être le prochain du Québec. Et en fait, parce que quand tu veux être du Québec, t'as pas de revenus. Donc, parfois, tu es obligé, en fait, d'emprunter de l'argent et que là, tu as des revenus. Alors, comme on le dit, celui qui a faim n'est pas libre. Donc, on va vers la liberté. Donc là, tu essaies de monter une petite équipe, les contrats deviennent de plus en plus sérieux. Et donc là, naturellement, tout ce que tu as appris, en tout cas, même si c'est en 3 mois, 6 mois en comptabilité, gestion de ressources humaines, ça commence en fait à prendre forme en fait dans la pratique réelle. Donc, c'est comme ça, en fait, pour moi, la transition se fait. Et comme éventuellement, j'ai toujours voulu être sec, je veux toujours être bon. Alors maintenant, je ne veux plus être sur Québec. Maintenant, je veux être le Salim d'Afrique. OK? Mais comment dit-on? C'est pour ça que j'ai lancé des startups à côté de l'entreprise de prestation. Donc, l'entreprise de prestation était la vache à lait. Voilà, qui me permettait en fait de prétendre en fait monter une startup. Ce qu'on peut retenir ici, c'est que il faut s'associer quand on n'a pas les compétences. Que ça finisse en bien ou en mal, il faut s'associer. Et c'est dans l'association, tu t'es rendu compte que tu avais besoin d'apprendre à savoir coder parce que cette association ne s'est pas bien passée. Mais en fait, on va retenir l'essentiel ici, c'est quand on n'a pas une compétence, il faut chercher quelqu'un qui peut couvrir nos arrières sur, je vais dire, l'étendue de cette compétence-là. Euh, Aussi, le rêve, on dira que c'est pas naïf de rêver grand. Il faut commencer par rêver grand, vouloir être le prochain Mark Zuckerberg parce que on a regardé de social network où on a été influencé par une culture startup. Il ne faut pas s'en vouloir, mais c'est quand même apprendre à faire les efforts pour aller vers son rêve et concilier avec la réalité parce que ça, c'est important. On veut être le prochain Mark Zuckerberg, on se rend compte que on a faim et que sans argent, on ne peut pas réellement créer ou on ne peut pas réellement avancer. Du coup, on se dit, OK, qu'est-ce que je peux faire à côté qui peut me permettre de courir derrière les deux lièvres d'une certaine façon ensemble. Donc, si je fais de la prestation de service une vache à traire, je pourrais utiliser les revenus que je génère pour lancer des idées de start-up. Donc là, on retient ça. La question qui va suivre, c'est alors, aujourd'hui, enfin, tu as lancé Quattro et tu n'es plus à Quattro ou tu t'es associé, tu as lancé Quattro, tu n'es plus à Quattro. La question, avant même d'aller sur celle qui est délicate, c'est comment est-ce que tu penses qu'on arrive à rassembler des gens pour transmettre une idée et les faire travailler? Est-ce que tu penses que tu as une réponse ou une ébauche de réponse à ça? Aujourd'hui, avec du recul, je pense en fait que la première chose, déjà en fait, c'est comment est-ce que tu identifies déjà des talents avant en fait de les rassembler. Et pour moi, honnêtement, beaucoup de choses se sont passées par accident. C'est vraiment en fait comment est-ce que j'arrivais en fait à les identifier. Alors, j'ai fait une caricature. Moi, personnellement, et tu l'as peut-être vu ou pas, je ne fais pas d'entretien avec un guide d'entretien ou avec un CV devant moi. Pour moi, je pense encore que je suis naïf, mais du haut de ma naïveté, je pense que c'est stupide. C'est stupide parce que je prends mon propre exemple et je prends le tien aussi parce que tu as une histoire vraiment remarquable. Des champs, en fait, de ton village, éventuellement agronome, à ce que tu fais aujourd'hui. C'est remarquable. Et donc, en fait, si, comme le dirait Einstein, tu vas juger, en fait, le poisson sur sa capacité à grimper un arbre, en fait, il va passer toute sa vie à penser qu'il est stupide. Donc, bref, je dis ça. Donc, pour moi, quand je conduis un entretien, j'ai quelque chose. Quand tu commences à m'ennuyer, je sais que tu n'es pas le bon. Et pour moi, en fait, lorsque je discute avec quelqu'un, je recherche en fait cette personne qui va me faire comprendre à moi que je ne connais pas. Au-delà de ça,
et avec quelle aisance, quelle facilité cette personne, en fait, peut déjà, en fait, me prouver ou me montrer, en fait, des choses que je ne voyais pas dans un premier temps. Mais cette personne-là, en même temps, qui au même moment ne sont pas des messieurs, je sais tout, et qui, en fait, reconnaissent leurs limites et qui aspirent, en fait, à grandir. Donc, pour moi, c'est les trois piliers fondamentaux que je regarde, en fait, avant de recruter quelqu'un, avant d'identifier ce que je considère comme un talent. Et tu les connais tous aujourd'hui. Entre griffes, la Quattro Mafia, sur la dizaine d'ingénieurs qui est passé, au moins aujourd'hui, 5 sont dans. En fait, ils ont déjà pas, tu vois, pour utiliser, en fait, les thèmes, en fait, trucs là et tout. Ils gagnent, en fait, 2, 3, 4 fois plus que moi. Et j'en suis content, j'en suis fier, en fait. Même pour certains dont c'était le premier métier. Donc, une fois, en fait, que tu arrives à les identifier, pour moi, en tout cas, la prochaine étape, c'est comment est-ce que tu arrives à les faire rêver. À les faire rêver, en fait, c'est déjà, en fait, pour moi, honnêtement, One Piece, Luffy en est le parfait exemple. Alors, pour moi, en fait, comment est-ce que tu arrives à faire rêver les gens dans ton rêve? Tu communiques déjà l'idéal. Qu'est-ce que tu veux faire et où est-ce que tu vas? Et pourquoi est-ce que tu as besoin de ces personnes-là? Et une fois, en fait, que tu expliques ça à ces personnes, c'est de faire comprendre à ces personnes que sur cette route, en fait, que je voudrais, en fait, qu'on traverse ensemble, comment est-ce que vous aussi, vous allez trouver votre route? C'est comme ça, tu as dans One Piece Nami qui veut être exploratrice, Usopp qui veut être capitaine, bon, lui, il fait un coup d'État, tout ce genre de choses. Mais chacun peut rêver dans le rêve de l'autre. Et en fait, pour moi, c'est ça l'important. C'est comme ça qu'on arrive à réunir des talents. Waouh, c'est vraiment très, très fort ce que tu dis. Tant pour ceux qui aspirent à aller, en fait, en entreprise travailler parce que c'est qui sait mieux que moi ce que je ne sais pas, enfin, qui arrive à aller au-delà de mes limites et à voir au-delà, avoir des solutions dans les problèmes que je lui présente et qui garde l'honnêteté de reconnaître que bah, je sais ça, mais je ne sais pas tout et qui aspire à faire mieux. Donc, c'est trois choses dans le candidat. En tout cas, suivant ce que tu dis, j'arrive à aider mon employeur et j'arrive à couvrir par mes connaissances les insuffisances des siennes. Mais je garde l'humilité de savoir que je ne sais pas tout et qu'il y a des points sur lesquels je ne suis pas tout sachant et je manifeste en fait la volonté d'aller au-delà de ce que je sais pour faire mieux. Ça, c'est ce que tu recherches dans quelqu'un. Au niveau de toi, en tant que recruteur, c'est comment tu arrives à faire rêver les personnes qui sont en face de toi pour que, en fait, dans ce chemin qu'on peut penser linéaire qui est la vie, que vos rêves convergent et que ensemble, en aidant toi, Salim, à réaliser ton idéal, qu'eux aussi trouvent leur bonheur. Je comprends tellement l'analogie de One Piece parce que je suis aussi un grand fan et que, enfin, je vais essayer de trouver une façon de l'exprimer sans utiliser One Piece pour ceux qui ne suivraient peut-être pas le manga. C'est comme moi, au départ, quand je recrute à Ota Service, la première question que je pose, c'est qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Et la seule chose que je cherche, c'est m'assurer que, en fait, quand la personne rejoint mon entreprise, dans mon entreprise, il y a de la place pour le rêve de sa vie. Donc, j'ai des gens en entretien qui me disent, je veux être gestionnaire de projet à l'ONU. Ça m'est arrivé une fois, je voulais recruter une assistante. Elle dit, je veux être gestionnaire de projet à l'ONU. Et moi, ma question, c'est, OK, qu'est-ce que il y a dans mon entreprise qui permet à cette personne d'acquérir des compétences de gestion de projet de Exact. telle sorte que lorsqu'elle va aller postuler à l'ONU, elle puisse dire j'ai fait A, B, C, D. Du coup, je sais comment planifier, exécuter, gérer un budget, etc. Donc, voilà en fait ce qui est intéressant en tant que employeur lorsqu'on veut recruter, en tout cas de ce que tu dis, c'est de comprendre le rêve, le but ultime de la personne et lui donner le tremplin au sein de nous, notre rêve, pour accomplir le sien. La question qui suit, aujourd'hui, tu as quitté Quattro. Comment est-ce qu'on en arrive à quitter une entreprise que nous-mêmes, on a créée ou on a contribué à créer? Je pose la question parce que généralement, sur Internet, on voit que les success
story. On voit des gens qui ont réussi du jour au lendemain, qui essaient d'expliquer comment on réussit. Alors que c'est généralement dans les échecs, dans la douleur de ce qui n'a pas marché, qu'on prend des résolutions. Du coup, la question, si tu peux y répondre, c'est comment est-ce qu'on en arrive à quitter quelque chose pour lequel on s'est donné corps et âme et comment est-ce qu'on arrive à survivre à ça? Ces deux volets. Ouais. Euh, Tu sais, moi, je suis de ceux-là qui pensent aussi que parfois, la beauté, le charme, en fait, se retrouve dans les choses qu'on ne peut jamais avoir. C'est parce qu'on ne peut pas les avoir, en fait, que on les désire tant. Tu vois? Mhm. Donc, pour ça qui plante le décor, pour moi, comme je le disais un peu subtilement plus tôt, je fais vraiment en fait des plans de vie relativement, mais ces plans de vie ne sont pas toujours des changements. C'est peut-être en fait toujours m'assurer d'être dans la continuité. Je suis à quoi j'aspire. Et quand je prends en fait Quattro éventuellement que j'ai cofondé, je me rappelle en fait les premiers jours en fait à l'achat des meubles, l'ameublement, les mois que j'ai fait seul à travailler, etc. Qui aujourd'hui en fait sont toujours, enfin, qui sont très passionnés, ils sont toujours passionnants. En arriver à le quitter, c'est lorsqu'on arrive en fait à un point où on n'est plus en communion avec soi-même. Et donc, lorsqu'on est un groupe de personnes en fait à un moment donné et que on pense que qu'on ne suit plus en fait, comment dire ça, qu'on n'est plus déjà en harmonie avec soi-même et que peut-être en fait on pense que euh, ce qu'on pense euh, n'est pas forcément la pensée collective des autres et qu'on ne peut pas forcément en fait s'imposer. Parfois, pour le bien du groupe, c'est important en fait de se retirer. Je vais en fait citer pour ceux qui l'ont vu en fait sur Internet, enfin ou sur les statuts, whatever, l'image en fait de la boîte d'allumettes et de la bûchette d'allumettes. Et donc en fait, c'est une image qui dispose en fait plusieurs allumettes sur une table et donc, il y a une, en fait, qui s'embrase. Et quand elle touche toutes les autres, au milieu des allumettes, en fait, ils ont créé une petite séparation. Donc, cette séparation fait que toutes les allumettes ne s'embrasent pas. Donc, pour moi, en fait, c'était un choix égoïste. Mais c'est pas un choix égoïste dans le sens où je me dis, c'est mieux, en fait, que ce soit moi qui me trompe que enfin, plutôt, en fait, que je m'impose, en fait, que je fasse tromper, en fait, un groupe plus grand. C'est comme ça que j'ai vu les choses, en fait. Et donc, j'étais pas forcément en accord avec certaines choses, certaines décisions. Et pour moi, en fait, déjà pour mon bien, parce que je ne me sentais plus euh, euh, en harmonie déjà avec moi-même, en fait, étant partie de cette fusion collective. Et ce choix où on se dit soit j'impose en fait mes trucs et tout le monde en fait se trompe, soit je préfère me tromper moi-même en fait et subir la casse. Alors la casse en fait il y en a et donc je pense que ça introduit la deuxième question selon laquelle comment est-ce qu'on relève ça. Euh, alors ce qui est curieux c'est que au lendemain de tout ce qui a pu acter en fait la séparation, euh, euh, je me lève, je prends mon ordinateur et tout, et je finis de m'apprêter avant de me rendre compte que mais en réalité, je vais pas travailler. Et c'était en fait les premiers jours, les premières semaines, en fait, c'était très difficile en fait de se lever, de se dire, mais en fait, ok, maintenant, qu'est-ce que je fais? Quand tu es dans une position de cofondeur où en fait l'entreprise a été toute ta vie, enfin, en tout cas, cet espace de ta vie, pour avoir travaillé ensemble. Enfin, moi, sur les faits, moi, j'ai travaillé du lundi au lundi. J'ai jamais eu de day off, puisque après le lancement, je faisais le support les week-ends, étant donné que les autres aussi avaient une sorte de vie. Donc, tu n'as pas de petit ami ou en tout cas, ce qu'il en reste, parfois, en fait, ce n'est rien de périn. Donc, bref, en fait, quand ta vie devient en fait l'entreprise et qu'il y a une séparation, à un moment donné, en fait, on se perd. Donc moi, personnellement, je pense aujourd'hui en fait que j'ai sombré en fait dans une sorte de dépression et j'avais des habitudes en fait qui n'étaient pas totalement healthy, pour être honnête.
jusqu'à ce que je voyage. J'ai décidé, j'ai commencé en fait à reconnaître en fait que ok là quelque chose ne va pas dans ma vie. Donc j'avais besoin de changement. Donc j'ai voyagé. Quand je dis j'ai voyagé, je suis pas allé en fait à Bali ou à Dubaï. J'ai fait en fait le tour du Bénin. C'était ça en fait le plus important. J'ai fait le tour du Bénin. J'ai fait des montagnes, j'ai fait des cascades. En fait, je me suis autorisé à vivre en réalité. Et à partir de ce moment, tout a changé dans ma vie. J'ai commencé en fait à me rendre compte que la vie était très belle. Et donc, il y avait encore des raisons d'espérer et de rebondir. Et donc, j'ai décidé de commencer à écrire des articles déjà pour partager le peu que j'ai appris et pour moi en fait qui peut être utile en fait dans un monde en fait surinformé. Et comme tu l'as dit, enfin, qui surexpose beaucoup les success stories. Pour moi, en fait, c'est de partager une partie de moi au travers des articles. Et fondamentalement, j'ai lu, puisque je lis beaucoup, il y a un livre aussi dans cette période précise-là, en fait, qui a changé ma vie. Enfin, en tout cas, qui a refaçonné, en fait, un gros mode de pensée que j'avais. C'est David Goggins, Can't Hurt Me. Et donc, j'ai commencé à courir, en fait. Courir m'a beaucoup aidé, fondamentalement. Donc, déjà, je me suis autorisé à vivre, en fait. Mais attention, déjà, en fait, il fallait reconnaître, en fait, que quelque chose n'allait pas dans ma vie. C'était important. C'était difficile, en fait, de s'asseoir seul, en fait, quand les portes sont fermées, il y a personne, seul. Toi, devant ton miroir, tu te dis, bon, écoute, quelque chose ne va pas dans ta vie. Et à partir de ce moment, c'est un grand pas. En fait, c'est un pas immense. Donc, quand je fais ce pas, je me suis autorisé d'abord à vivre. Donc, j'ai voyagé. Je pense que tu as suivi cet épisode-là. J'ai vraiment profité de la vie. Et quand je suis rentré, j'ai pris des résolutions fermes. Et ces résolutions-là, il me fallait beaucoup de discipline. Donc, je courais. Et donc, j'ai pris la décision de préparer un marathon que j'ai couru. Je prépare un deuxième même cette année, éventuellement. Et donc, cette discipline à travers la course, ces réalisations, en fait, qui sont revenues après que je me suis autorisé à vivre, en fait, c'est tout ça, en fait, voilà, pour répondre concrètement à ta question, mais à cœur ouvert. Wow. Merci. En tout cas, merci beaucoup pour ce partage qui est très inspirant. Moi, je retiens que, enfin, je comprends. C'est pour ça que je cherche bien mes mots pour pouvoir être concis. Lorsque on est dans une entreprise et que l'entreprise devient une partie de soi, la séparation est très difficile. La séparation est très difficile. Et qu'est-ce qui fait qu'on arrive à se séparer de quelque chose auquel on a donné autant de soi? C'est lorsqu'on se rend compte que nos valeurs intrinsèques, que le nous en nous n'est plus aligné avec la direction dans laquelle on va et que chaque jour, on est de plus en plus déchiré à l'intérieur. Là, en fait, il faut se poser et dire, bah, non, je crois que à ce moment, il faut s'arrêter. Et je vais utiliser une analogie, celle de, on parle de Apple, fondé par Steve Jobs, Steve Wozniak, et une troisième personne, mais à un moment, Steve Wozniak a dit, moi, je ne veux pas d'un ordinateur fermé qui n'est pas customisable par les personnes. Steve Jobs a dit, moi, je veux d'un ordinateur fermé qui n'est pas customisable, qu'on ne peut pas modifier. Et en fait, Steve Wozniak, à un moment, a dit, si vous voulez faire des ordinateurs qui sont pas du tout touchables, moi, je préfère partir. Et en fait, c'est ce moment où tu arrives à dire, OK, voici mes convictions, voici ce en quoi je crois. Donc, quitte à faire que Apple ne devienne pas ce qu'il est aujourd'hui, la boîte aux trilliards de milliards de dollars, qui a un écosystème fermé, on ne peut rien réparer, on ne peut pas changer de RAM soi-même. Enfin, quitte à faire que l'entreprise ne devienne pas ça, je préfère partir et être le geek qui s'amuse à Steve Wozniak, qui fait des ordinateurs qu'on peut démonter. Donc, il y a cette humilité qu'il faut avoir parfois et se dire, bah, je suis peut-être celui qui a tort, donc je préfère être égoïste et être aligné par mes valeurs intérieures que de faire échouer tout l'ensemble en essayant de la Exact. porter à aller dans la direction que je pense meilleure. Et ça, il Exact. faut de maturité et beaucoup de recul
pour arriver à aimer quelque chose au point de se dire, je préfère que tu réussisses sans moi que de te voir échouer parce que je suis là et que je m'impose. La deuxième partie de la réponse, c'est reconnaître en fait que on a mal à cause de la séparation et qu'on est brisé. Et en fait, comme dans tout deuil, généralement au départ, on est dans le déni. Donc, à un moment, peu importe le temps qu'on fait dans ce déni-là, c'est d'accepter, OK, ça va mal. Ça va mal, je vais mal. Et faire le pas là, c'est déjà un pas important. Et se dire maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour aller mieux? Dans l'ensemble de ce que je peux faire pour aller mieux, ça va différer d'une personne à une autre. Pour certains, ça pourrait être, je sais pas, commencer par chanter, par jouer de la musique. Pour toi, ça a été de voyager, de t'autoriser à vivre parce que l'entreprise nous coupe de beaucoup de choses. On se dit, je n'ai pas le droit de faire ceci, je n'ai pas le droit d'aller m'amuser, il y a des clients, il y a ci, il y a ça. Et on s'empêche tellement de faire beaucoup de choses qu'à un moment, il faut se dire, mais stop, gars, vas-y, perds un peu de temps, quoi. Fais des choses qui ne servent absolument à rien. Va, voyage. Et dans cette autorisation de je veux aller voir, divaguer, voir les oiseaux qui chantent, voir l'eau qui coule, même si en fait ça semble ne pas être un moment productif pour mon cerveau logique, je commence par découvrir de petites choses qui semblent anodines, mais qui me font voir à quel point la vie est belle et qu'il reste beaucoup en fait à faire, beaucoup à découvrir, beaucoup à explorer. Et pour finir, pour toi aussi, au-delà de ce voyage-là, il y a eu la lecture. Et moi, j'ai écrit la lecture dans les moments désespérés. Parce que moi aussi, je peux me reconnaître dans ça, où je peux dire un livre a changé absolument ma vie. Parce que dans un moment de dépression, j'ai pu lire certains mots qui ont reprogrammé en fait le mental et qui m'ont permis d'avoir toute une autre attitude. Donc, je te dirais merci pour ce moment de, je vais dire de vulnérabilité, parce que être vulnérable parmi les inconnus, c'est pas donné. Et ici, du coup, je vais te demander des questions dans l'auditoire parce que j'ai conduit la discussion auprès d'auditeur. Je prends les questions de l'auditoire pour les 15 dernières minutes parce qu'on va finir à 16h15. Bonsoir à la famille, bonsoir Salim. Merci pour le partage d'aujourd'hui. Voilà, je voulais savoir, au moment de lancer une start-up, est-ce qu'il y a des étapes de disposition à prendre pour se dire, OK, je fais un produit et je veux que le produit, il y a la demande. Maintenant, est-ce qu'il y a des étapes à passer avant de lancer le produit, comme par exemple une étude de marché pour savoir si il y aura de la recevabilité ou d'autres trucs de ce genre-là? Donc, salut Jacques, encore une fois, merci de prendre la parole. Je trouve en fait que la question en elle-même, elle est intéressante, mais elle laisse en fait beaucoup de branches en fait pour donner des réponses. Mais si je vais en fait centrer la question, pour moi, en fait, on lance un produit. Enfin, aujourd'hui, je vais parler en fait du Salim d'il y a quelques années rapidement et Salim d'aujourd'hui. Salim d'il y a quelques années, en fait, je vais rapidement en fait faire un MVP d'un produit. Éventuellement, si je pense en fait que je tiens une idée, je vais faire un MVP, discuter avec les clients en fait et développer en fait le produit avec les utilisateurs en fait eux-mêmes. Enfin, quand je dis développer, c'est discuter, recueillir des avis, en fait, implémenter, etc. Mais aujourd'hui, en fait, je dirais plutôt que c'est important de savoir déjà dans quel genre d'innovation, en fait, on s'inscrit. Et un livre, en fait, récent que j'ai lu, en fait, que je recommande vraiment à tout le monde, je laisserai, en fait, le nom dans le chat plus tard, c'est que tu as 3 niveaux d'innovation. Tu as ce qu'on appelle le market creating innovation, enfin, l'innovation, en fait, qui crée le marché. Là, ce n'est pas tu réponds à un besoin. Tu as le sustaining innovation, donc qui est innovation, en fait, que tu fais parmi tant d'autres. En gros, aujourd'hui, tu es le prochain AS Words du Bénin.
Donc, en gros, tu crées un nouvel ordinateur parmi les ordinateurs qui existent déjà et où, en fait, tu as, en fait, le efficiency innovation où, en fait, ce que toi, tu fais, fondamentalement, c'est bon, cette innovation vient une fois que tu as déjà l'entreprise. Donc, on va se concentrer sur les deux là. Donc, c'est important. Donc, pour répondre, en fait, à la partie où tu parles, en fait, d'études de marché, c'est te demander si ce que tu veux faire actuellement, en fait, n'existe pas du tout encore ou si ce que tu veux faire, en fait, est quelque chose que les gens, enfin, qui existe déjà, mais toi, tu veux le faire mieux, fondamentalement. Euh, mais bon, aujourd'hui, encore une chose qui est importante, il faut avoir de l'argent. C'est important. C'est très important. Quand je dis il faut avoir de l'argent, c'est comme on le dit, celui qui a faim n'est pas libre. Et donc, il faut avoir de l'argent. Ça ne veut pas dire, en fait, qu'il faut être très riche, mais il faut avoir suffisamment de quoi, parce que il faut pas faire une erreur. Il faut pas, en fait, euh, euh, espérer, en fait, qu'on te donne de l'argent pour lancer ton produit ou, en fait, pour faire vivre ton produit. Il faut, en fait, lever de l'argent une fois que tu as un produit et que tu veux le faire grandir, en fait. Aujourd'hui, c'est ce que je pense. Peut-être demain, ma philosophie va changer. Et si j'en ai l'occasion, je me ferai plaisir de me contredire. Mais aujourd'hui, avec tout ce que j'expérimente, c'est ce que je peux dire. C'est important. C'est important, en fait, de pouvoir kickstart certaines choses avec des moyens modestes et permettre, en fait, aux gens de créer un cadre de travail très intéressant. Donc ça, c'est sur la partie humaine. Sur la partie professionnelle, il faut impérativement discuter avec les gens avant de lancer un produit, pendant et après avoir lancé le produit pour être en fait dans une boucle de feedback continu. Bien évidemment, en fait, tu ne vas pas prendre pour parole biblique, en gros, tout ce que les gens te diront de faire. Thomas Edison le disait très bien, celui qui a fait Ford, excusez-moi, Henry Ford plutôt le disait très bien, puisque c'est lui qui a révolutionné l'automobile aux États-Unis. Il disait, si j'avais demandé aux gens ce qu'ils voulaient, ils m'auraient juste demandé en fait des chevaux plus rapides. Donc c'est important d'être dans cette dualité-là entre les feedbacks continus en fait des gens et cette vision novatrice qui disrupte en fait, mais qui est fidèle en fait aux besoins intrinsèques des gens qui ne connaissent peut-être pas. C'est là où tu rentres dans le market creating innovation. Mais encore une fois, c'est important d'avoir un peu d'argent, un peu d'économie de côté. C'est ce que je peux répondre à ça. Ok. Rapidement, tu avais parlé de VP. C'est quoi un VP? MVP, Minimum Viable Product. Donc, en gros, c'est, comment j'explique ça? Alors, bon, un exemple très simple qu'on connaît tous, hein. Tu veux faire une maison R+2, R+3, et donc, en fait, on te fait une estimation de prix, machin, etc. La première étape, c'est un architecte. Aujourd'hui, les choses ont avancé, ce n'est plus de l'architecture 2D, c'est de l'architecture 3D, où tu peux, en fait, voir à peu près à quoi la maison va ressembler. Et ça fait en sorte que tu te projettes dans ce à quoi le projet peut être. Et c'est au nom de ça que toi, en tant qu'entrepreneur, tu décides de mettre de l'argent dedans. Donc, en fait, en gros, ton architecture 3D est ton MVP. Alors, ça, c'est le MVP qui n'est pas immédiatement tangible, n'est-ce pas? Donc, il y a plusieurs niveaux. Il y a d'autres MVP où, OK, tu sais quoi, tu as envie de faire, en fait, j'en sais rien, tu as envie de construire, alors vas-y, tu as envie de faire une moto électrique. OK, aujourd'hui, en fait, on a les motos comme un moto, machin, etc. Mais ta première étape, en fait, tu vas faire une grosse carrosserie avec les ferrailleurs de ton quartier, peut-être, qui vont te monter un cadre, en fait, qui fonctionne, où les gens peuvent voir, OK, à partir de ceci, le plus important, ça roule, il y a un système de batterie, etc. Et donc, tu as ton design final ou en tout cas, au fur et à mesure, tu peux itérer. Donc, le minimum viable product, c'est le produit que tu peux sortir très, très, très rapidement à moindre frais et qui est fonctionnel, en fait. C'est ça, le MVP. Frédéric, on prend ta question du coup. Moi, j'aimerais juste apporter une précision. C'est quelqu'un qui a sorti la phrase, je l'ai entendu. Il ne faut pas lancer une entreprise pour résoudre une de ses frustrations personnelles. Et le gars a expliqué que c'est pas parce que toi, tu rencontres un problème tous les jours que tu vas décider de monter une start-up pour résoudre ce problème. Donc, j'aimerais juste ajouter ça. Moi, mon avis là-dessus, il est tranché. Alors, c'est vrai,
quand ce n'est pas, c'est vrai en fait, quand ça commence à être un dogme. Mais attention, l'innovation aussi a ses caprices qui, ok, vas-y, tu sais, un des designers en fait, chez, je sais plus trop si c'était un des designers en fait ou c'était un des proches de Steve Jobs. Non, je pense qu'il était employé à Apple. Il était employé à Apple et lorsque en fait le iPhone est sorti, il s'amusait en fait à faire des dessins sur son téléphone. Et, et du coup, lors de la présentation d'un super tableau, en fait, qu'il avait peint avec son iPhone, il montrait à Steve Jobs. Steve Jobs disait, mais écoute, c'est excellent et tout. Il a dit, oui, mais moi, je veux juste un écran plus grand. C'est ça l'histoire du iPad aujourd'hui, qui est une part importante aujourd'hui des revenus de l'entreprise. Donc, parfois, la frustration, elle est importante, en fait, comme source. La frustration personnelle. Seulement que cette frustration personnelle doit être confrontée aux réalités du marché. Donc, en fait, parfois, tu peux partir d'une frustration personnelle avec une idée fixe de ce que tu veux faire, mais en discutant avec les gens, comme je l'ai dit plus tôt, tu te rends compte que, OK, la frustration existe, mais ton idée n'est pas la bonne. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu pivotes éventuellement pour résoudre cette frustration-là. Donc, il y a une nuance. Quoi que ce que tu as dit est pertinent, mais il faut nuancer et savoir que parfois la frustration peut évoluer et être en fait les meilleures sources d'innovation lorsqu'elles sont maîtrisées fondamentalement dans le processus de construction de quelque chose. Ok, ça marche. Merci beaucoup, Salim. Franchement, merci aussi à Femi parce que il y a beaucoup de choses qui ont été dites, des choses dont on ne parle pas souvent. Et je me rends compte que en vrai, la santé mentale en général est, encore une fois, des entrepreneurs, c'est très négligé. Là, par exemple, tu as raconté typiquement ton histoire. Il y a eu des moments où justement ça n'allait pas. Tu as dû forcer, tu as dû lire, tu as dû courir. En vrai, je me rappelle, je voyais tes stories, je te voyais souvent courir, mais je me rendais pas compte ce que tu traversais. Et justement, pour rebondir sur ça, j'ai deux questions. Dans ton histoire, tu as parlé d'échouer rapidement. C'est quelque chose qui a attiré mon attention. Tu as parlé de trois startups que tu as lancées et en fait, tu as échoué rapidement. Donc, en fait, je me demande, est-ce que ces échecs-là, en fait, tu penses qu'ils t'ont aidé ou en tout cas, quels ont été les challenges au final? Et est-ce que ça t'a aidé dans le Salim que tu es devenu aujourd'hui? La seconde question, c'est plus par rapport à tes compétences. Tu es manager e-commerce à Gozem. Tu as un parcours très atypique, c'est inspirant, franchement. Et je me demandais, en fait, après cette expérience-là que tu as, est-ce que tu penses qu'il y a des compétences très fondamentales qu'il faut avoir à l'esprit si un jour on a envie de pouvoir l'idée ou de pouvoir gérer en fait des groupes aussi importants que Gozem. Donc voilà. Yes. Très, 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 très belle question. Pour revenir en fait sur la première partie de la question, il est très important. OK, on va parler statistiques, right? Okay. Déjà, quand tu prends des entreprises comme Y Combinator, Stanford, etc., qui publient des données, plus de 80% en fait des plus grosses entreprises dans la liste des startups, des licornes, etc., sont faites par des solo founders. Pardon, excuse-moi, des second time founders. Donc, en gros, des gens qui entreprennent pour une autre fois après avoir échoué, en fait, à une première entreprise. Okay. Et parmi eux, OK, enfin, il y a d'autres subdivisions, mais donc, déjà, cette statistique, elle est importante. Si je n'avais pas échoué à faire certaines choses à Quattro, je n'aurais pas fait certaines choses à succès à Gozem. C'est une chaîne. Et cette chaîne, en fait, elle est importante, en fait, pour apprendre. Parfois, d'autres personnes vont travailler dans des entreprises, en fait, pendant 5 ans, 10 ans et lancer une entreprise une fois et ça va marcher. Pourquoi? Parce qu'ils ont peut-être travaillé quelque part où ils avaient vu, en fait, les mécanismes d'échec et la façon dont ces échecs ont été surmontés. Mais pour moi, dans mon cadre spécifique,
il y a eu un pont. Éventuellement, au moment où on est dedans, on ne se rend pas compte que c'est parce que j'ai échoué ici que je fais bien les choses maintenant. Mais pour moi, avec du recul, je pense en fait qu'il y a eu un pont. Il y a eu en fait une époque où j'étais purement tech, à coder les choses moi-même et à vouloir tout faire moi-même, etc. J'ai vu les limites. À un moment donné, je me suis plus entouré, mais je me suis plus entouré en fait d'amis que de collaborateurs amis. Euh, euh, donc j'ai vu ces limites. Et pour une autre startup, j'ai voulu en fait élargir en fait où je me disais, OK, je pouvais en fait tolérer ceci, je pourrais tolérer cela en fait. Je pouvais tolérer en fait qu'on ait en fait peut-être 5 ou 6 deadlines en fait qui sont repoussés. Bon, parce que, OK, je ne payais pas les gars, donc je pouvais rien faire. Donc, donc et ça, c'est parce que c'est pour ça que la troisième entreprise a échoué. On avait un bon produit, on avait un bon timing, etc. Mais bon, les gars, c'est compliqué. Il fallait être tout le temps derrière les gars et tout. Mais écoute, à la fin de la journée, tu payes pas les gars ont besoin de manger aussi. Donc, donc quand tu apprends tout ça là, et c'est pour ça en fait tu échoues, ça te permet de forger en fait une carapace et de développer certains frameworks et de vite identifier en fait certains blocking points. Alors, peut-être en fait que tu arrives dans une situation où tu as eu une expérience et tu as un même schéma qui se dessine devant toi. Bon, soit tu as les moyens, puisque tu sais déjà ce qui se dessine devant toi, en fait, de faire front à ça, soit au moins tu as l'information que, bon, j'avais fait ce truc-là avant et j'ai le même problème maintenant. Et si je fais la même chose, j'aurai les mêmes résultats. Bon, mais je ne peux rien faire. Au moins, je peux contourner. Si je ne peux pas traverser, je peux contourner. Donc, ça permet de développer des frameworks. Et pour moi, dans mon cadre spécifique, effectivement, c'est un tremplin. Et la question n'a peut-être pas encore été posée, mais pour moi, c'est même pour ça, en fait, que je travaille aujourd'hui. Alors, c'est vrai que j'ai fait un stage, mais fondamentalement, j'ai un contrat en bonne et due forme. C'est la première fois de ma vie. Ça fait quand même la 8e ou bientôt la 9e, en fait, une année professionnelle dans la tech pour moi. C'est vraiment la première fois que je travaille, en fait, pour des gens. Et c'est parce que, en fait, j'apprends tous les jours, j'apprends énormément. Je me suis rendu compte que quand enfin, à Quattro, en fait, je pensais que je connaissais tout des startups. Je suis venu à Gozem, je me suis rendu compte que je connais rien des startups. Parce que, en fait, les échelles sont différentes. Et pour moi, les échecs, enfin, encore une fois, l'échec, en fait, c'est un échec lorsqu'on accepte en soi et qu'on ne prend pas d'action. Mais à partir du moment où tu acceptes que, OK, ici, désolé, mais j'ai merdé, et que tu arrives, tu as le courage de te poser la question, OK, comment est-ce que je fais en fait pour faire mieux à partir à partir de ce moment, cet échec devient un échec profitable. Et je pense avoir un peu de la chance en fait d'avoir eu des échecs profitables. Et pour la seconde partie, exactement, les compétences fondamentales. Pour moi, c'est déjà important d'être soi et de, comme je l'ai dit plus tôt, de pouvoir inspirer en fait des gens. Quand tu veux travailler avec des gens, ces personnes-là en fait n'iront dans ta direction que si à travers toi, ces personnes-là aussi se retrouvent eux-mêmes. Et ces personnes, en fait, ont l'occasion, en fait, et peuvent comprendre que ce qu'ils font a de l'impact, en fait, directement. Donc, quand tu arrives, en fait, lorsque quelqu'un se lève de son lit, il y a des jours où les gens, c'est normal, en fait, qu'ils n'aient pas besoin de venir, enfin, qu'ils n'aient pas envie de venir travailler, mais lorsqu'ils viennent quand même et qu'ils sentent que, bon, OK, au moins ici, je fais quelque chose qui compte et qui a un sens, où je peux me projeter, ça permet, en fait, d'avoir un leadership qui peut être, en fait, à toute épreuve. Parce que des épreuves, en fait, il y en a quand on est une équipe. Mais le plus important, c'est la capacité en fait, de montrer aux gens, en fait, déjà que ces personnes ont de la valeur et que ces personnes-là, en fait, peuvent faire des choses auxquelles ils ne s'attendaient pas. J'ai discuté avec quelqu'un dont je dirais pas le nom, qui a fait Quattro, qui se retrouve dans une très grosse boîte aujourd'hui, qui m'a dit, c'est parce que, en fait, il a eu l'occasion à Quattro de faire des choses auxquelles il ne pensait pas, enfin, qu'il ne pensait pas, en fait, mettre du code en production, par exemple, pour que les gens l'utilisent, en fait, dans la vie au courant de tous les jours. Et pour finir, en fait, parce que il y a aussi le timing de l'heure, pour moi, aujourd'hui, le management,
moi, mon management, aujourd'hui, encore une fois, demain, il peut changer. Je le repose sur 4 piliers. Le premier pilier, en fait, ce sont les personnes. Toujours, c'est l'humain. Et quand je prends, en fait, le pilier de l'humain, le point sur l'humain, c'est est-ce que tu as les bonnes personnes aux bons endroits? Une fois que tu as les bonnes personnes aux bons endroits, Cristiano, pourquoi tu vas faire jouer Cristiano Ronaldo en défense ou au milieu, par exemple? Donc, c'est des questions comme ça. Il faut avoir les bonnes personnes aux bons endroits. Une fois que tu finis de les identifier, de les recruter, blablabla. Ensuite, ces personnes-là, il faut qu'ils soient entraînés pour faire, en fait, efficacement ce qu'ils sont amenés à faire. Ensuite, toujours dans l'humain, c'est est-ce que ces personnes ont les outils nécessaires? Est-ce que tu dotes ces personnes-là d'outils nécessaires, en fait, pour faire ce qu'ils ont à faire? Imagine, tu prends Cristiano Ronaldo et tu lui donnes, en fait, des baskets, en fait, pour jouer au football au lieu des crampons. Ça ne fait pas de sens. En tout cas, bref. Mais est-ce que tu leur donnes les outils nécessaires? Et le quatrième point, toujours, en fait, au niveau de l'humain, c'est est-ce que ces personnes se sentent à l'aise dans leur environnement de travail? Donc, pour moi, premier principe du management, c'est le people, c'est les personnes que tu leads. Et donc, quand tu prends les personnes, tu as les 4 éléments dont j'ai parlé. Seconde chose, en fait, c'est la stratégie. La stratégie, en fait, beaucoup de gens confondent la stratégie, en fait, avec la tactique. OK. La tactique, en fait, c'est un 100 mètres plat. Ça se passe en 9 secondes. En tout cas, aujourd'hui, le record mondial. Et la stratégie, en fait, c'est un marathon. Ça se court sur 42 kilomètres. Dans mon cas, je suis parmi les plus nuls. J'ai fait 4h45. Mais bref, je l'ai quand même fait. Donc, c'est une parenthèse sur mon ego. Mais bon, pour revenir au concret, stratégie. La stratégie peut être une addition de tactique. C'est quelque chose, en fait, c'est le big picture. Comment est-ce que tu vois sur le long terme, en fait, ce que d'autres voient sur le court terme? Comment est-ce que parfois, on peut faire des choix difficiles, ce qui peut sembler être des concessions, mais pour le profit, en fait, sur du long terme. C'est la stratégie. Second pilier du management. Le troisième pilier, c'est l'exécution. Pour, en fait, donner, en fait, la bonne mesure de l'exécution, je vais répéter ce que mon père a l'habitude de nous dire souvent. Quand il reste à faire, rien n'est fait. Donc, en fait, si on te remet une surface de 100 mètres carrés à nettoyer et que tu nettoies et que, en fait, enfin, il y a quand même quelque part une toute petite tache noire, ça veut dire qu'il y a une tâche. Donc, ce n'est pas bien exécuté. Donc, l'exécution, c'est avant toute chose de l'organisation. Bref, il y a pas mal de subtilités, mais quand il reste à faire, rien n'est fait. Il faut faire les choses bien, il faut faire les choses propres. Et pour finir, le quatrième pilier, c'est le cash. Le management, c'est ça. C'est aussi le cash management. Combien tu peux allouer et combien tu es en mesure de gagner. Et à quel point est-ce que, en fait, le business ou ton unité de business, en fait, permet, en fait, de financer les besoins fonctionnels du business, mais permet aussi, en fait, d'enrichir le business. Donc, c'est ça. People, donc les gens, la stratégie, l'exécution et le cash. Ok, super, super. Merci beaucoup, Salim. Merci. Merci. Vite fait, prendre la dernière question qui était dans le chat, c'est bonsoir Salim. En quoi consiste ton travail en tant que e-commerce manager? Aussi, dans les moments difficiles, comment faire pour savoir ce qui pourrait aider à s'en sortir? C'est Oh, David. très, très belle question. Oui, alors, en fait, moi, en tant que e-commerce manager, en fait, le plus important pour mes employeurs, relativement, en fait, c'est la croissance. C'est la croissance. C'est, OK, dans mon cas, au niveau de la verticale e-commerce, il y a le food delivery, il y a le shopping, il y a un peu du service coursier aussi. Donc, le plus important, c'est comment est-ce que chaque service, en fait, performe. Donc, food delivery, on veut plus les gens, en fait, qui commandent à manger, qui se font livrer. Le shopping, plus de gens, en fait, qui font les courses dans les supermarchés, dans les boutiques, etc. Et le coursier, en fait, permettre aux gens d'envoyer ou de recevoir des colis tous les jours. Donc, c'est mettre en place, en fait, des mécanismes, en fait, de croissance sur le long terme, en fait, qui permet au business de grandir, en fait, jour par jour, semaine par semaine, mois par mois, année par année. Et donc, pour faire ça, éventuellement, enfin, en gros, au quotidien, la manière dont ça se décline au quotidien, c'est faire monter les équipes, faire monter les équipes en compétences, mettre en place des processus fonctionnels parce qu'on est une grande entreprise. Au Togo, on est 190, par exemple, sur le groupe, bientôt 500. Donc, c'est mettre en place
des processus de fonctionnement opérationnel, des process de communication clairs 360 pour que les travaux évoluent vite. Une stratégie, en fait, sur le long terme, en fait, qui permet, en fait, de faire grandir le business, donc mettre en place des stratégies de croissance. Donc, comment est-ce qu'on fait pour s'en sortir dans les moments qui peuvent être difficiles en tout cas, encore une fois, quand je dis pour moi, ce n'est pas que je ramène tout à moi, c'est juste pour dire, en fait, que ne prenez pas ce que je veux dire comme une science universelle. C'est important d'ouvrir aussi son esprit, donc de prendre un peu ici là, un peu ici là. Pour moi, dans mon cas, c'est d'abord, en fait, de me rapprocher des gens que j'aime. Ça paraît très simple, mais c'est très compliqué. C'est, en fait, d'appeler, en fait, un ami et lui dire, en fait, qu'il me manque. C'est de rappeler mes parfums. C'est ça, je le fais pratiquement tout le temps. Mais c'est de renouer des liens émotionnels profonds. Une fois, en fait, on se rattache, en fait, à ces liens-là, c'est de se prendre, en fait, et se dire, bon, OK, qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire, en fait? Est-ce que, en fait, là, je pense, en fait, qu'il faut que je change de carrière parce que je fais une transition. Est-ce que il faut que je renforce plutôt mes compétences? Est-ce que? Et pour ça, en fait, j'ai toujours un totem qui me permet, en fait, de savoir si je suis discipliné. Dans mon cas, c'est la course. On l'a fait, mais a parlé tout à l'heure, effectivement, là, dans plusieurs exemples. Il y a d'autres personnes que je connais, ils apprennent à jouer, en fait, des instruments de musique, d'autres dessinent, d'autres vont marcher. Mais c'est de faire quelque chose, en fait, où au quotidien, tu te sens obligé, en fait, d'être responsable, d'être d'être discipliné. Donc, c'est un peu ça. Enfin, de façon récapitulative. Donc, merci beaucoup, Salim. Merci d'avoir donné de ton temps pour ce talk. On en a appris beaucoup plus que on en a demandé. Mais je dirais merci pour toutes ces leçons que tu nous as partagées. Je dirais merci aussi. Je ne sais pas comment le formuler, mais merci d'avoir été à Gozem. Je ne sais pas s'il faut le dire comme ça. Et merci de partager cette histoire parce que, en tant qu'entrepreneur, dans le discours des réseaux sociaux, on nous fait croire que si tu ne diriges pas ta propre entreprise, tu es en train d'échouer dans ta vie. Et pour moi, quelqu'un comme toi qui a pu faire Quattro avec les grands 4x3, avec autant de milliers de téléchargements, peu importe si, désolé, je sais que je le disais souvent, même si quand je commande à midi, je peux peut-être recevoir le repas à 13 heures, mais pouvoir recevoir le repas, gérer la frustration des clients, des actionnaires, des employés, et en fait, avoir le courage de dire, OK, je pense qu'à ce moment-là, il faut que j'aille encore à l'école de quelqu'un d'autre, que j'aille dans une autre entreprise, apprendre, avoir ce courage et exposer les histoires des gens comme le tien permet à d'autres personnes, je vais dire, de pouvoir échouer en paix, tu vois, de pouvoir échouer et se dire, bah, non, en fait, c'est quelque chose que j'ai le droit de faire. C'est quelque chose qui est normal de pouvoir dire, OK, il faut que maintenant j'aille à l'école, j'aille apprendre auprès de quelqu'un d'autre. Et aussi, il y a quelque chose qui a été dit par Nelson dans un call. Ça a été dit par Nathanaël Mauton dans un autre, et tu viens de le dire, et on le prend tellement banalement. On n'entreprend pas quand on a faim. Tu vois, Nelson disait, entreprendre, c'est un privilège. C'est une activité pour les riches. Allez gagner de l'argent. C'est pas quand vous essayez de manger votre gari 3 fois par jour que vous rentrez dans l'aventure entrepreneuriale. Et ça, on ne le comprend pas. Il faut avoir de l'argent pour entreprendre. Tu l'as dit, je le dirai encore, il faut avoir de l'argent pour entreprendre. Horta Service, pour moi, c'est un peu comme une école, mais une école que je paie très cher. Je dépense au moins, je sais pas, 2-3 millions par an en salaire que je ne rentabilise pas. Donc, c'est moi, mon école personnelle. Et du coup, en fait, il faudrait que les gens s'en rendent compte que c'est pas un échec dans la vie de travailler pour quelqu'un. Il faut pas que l'ego obstrue le jugement et nous empêche de faire ce qu'on a à faire à court terme, c'est-à-dire la tactique, pour que la stratégie
acquérir toute l'expérience qu'il faut, obtenir le réseau qu'il faut à long terme puisse nous permettre d'atteindre un tant soit peu un peu de l'objectif, être le Salim d'Afrique, être, je sais pas, le Boris d'Afrique, le Florian, le Carlos, whatever qu'il nous faut. Donc, ayons à l'esprit qu'on n'entreprend pas quand on a faim. C'est pas un échec dans la vie de travailler pour quelqu'un. Et merci beaucoup pour ce temps que tu nous as accordé.